Une causerie est un entretien plutôt intime où l'on présente des réflexions personnelles, sans structure trop contraignante. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit, sans me limiter à un domaine particulier, même si mes thèmes de prédilection sont plutôt de nature métaphysique et témoignent d'un intérêt pour la vie spirituelle. La vie adulte est-elle en réalité la réalisation plus ou moins réussie de rêves d'enfants, ou l'ébauche de réponses aux questions que nous nous sommes posées lors de notre plus jeune âge? Car certains enfants sont des théologiens et des philosophes. Ils posent des questions très justes, fondamentales, qui sèment l'embarras dans l'esprit des adultes. Cette sagesse précoce disparaît rapidement sous la carapace d'idées toutes faites et de préjugés que précisément les adultes déversent sur la tête des enfants pour qu'ils soient raisonnables. En ce qui me concerne, une partie de mon éducation fut façonnée par la lecture du gros dictionnaire Larousse en 7 volumes, livre grand et lourd parsemé de fascinantes gravures. À cela s'ajoutait une encyclopédie en 2 volumes du même éditeur. Mes parents ont eu la sagesse de me laisser plonger dans ces livres impressionnants, et c'est sans doute pour cela qu'il me reste un goût immodéré pour les vieux livres avec des gravures. Jusqu'à présent, j'ai conservé à la fois le gros dictionnaire Larousse et l'encyclopédie dans ma bibliothèque, car ils sont chargés de souvenirs. Lorsque je feuillette la bonne vieille encyclopédie, dont le copyright remonte aux années 1937, je trouve toute la vision du monde qui fut celle qui me fut enseignée lors de mon enfance. On y décrit un univers certes vaste mais très sécurisant, car dominé par des grandes lois universelles et inflexibles. Les planètes circulent sagement le long de leur orbite en suivant la loi de Newton, qui s'exprime ainsi. La matière attire la matière en raison directe des masses et en raison inverse du carré de la distance. Jusqu'à l'infini des espaces stellaires, cette loi s'applique uniformément et permet de prédire sans aucune erreur les orbites de toutes les planètes. Kepler vient à la rescousse pour nous dire que les planètes se meuvent sur des orbites elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers. Les systèmes solaires de tailles diverses, dit notre encyclopédie, se rassemblent en nébuleuses, dont certains développent une spirale tout à fait remarquable. Tout cela est fait, toujours suivant l'encyclopédie, d'espace et de matière, celle-ci ayant une structure granulaire, car constituée de molécules séparées par des espaces vides à la manière des étoiles dans le firmament. Cette matière est donc pratiquement à l'image de la structure interstellaire. Dans cette optique, cette matière est passive, caractérisée par sa masse, son poids, son volume, son inertie. Ses caractéristiques et sa position sont modifiées par l'énergie qui est allouée. Un corps, un système de corps, contient l'énergie lorsqu'il est susceptible de faire du travail, dit cette science du XIXe siècle. Ainsi, lorsque nous avons un boulet, une sphère de métal que l'on met sur une plaque de marbre, elle est passive, elle ne bouge pas. C'est moi qui lui donne de l'énergie en la poussant. À ce moment-là, cette sphère contient de l'énergie cinétique et elle bouge et ça lui permet son mouvement. Donc cette énergie peut être mécanique, calorique, électrique, chimique et de radiation, comme dans le cas de la luminescence des gaz. Et ce domaine est lui aussi régi par les grandes lois fondamentales, tel le premier principe de la thermodynamique, qui s'énonce ainsi: et l'énergie totale d'un système isolé reste constante. Tout cela est sujet à l'entropie, qui est exprimée par le second principe de la thermodynamique, appelé principe de Carnot, qui lui aussi se formule ainsi. Dans toute machine thermique, le corps mis en œuvre doit subir une chute de température. Il ne peut y avoir de production de travail que par la perte de chaleur d'un corps passant d'une source chaude à une source froide. Donc ainsi, le chaud et le froid deviennent tièdes, le plus va vers le moins, et cela condamne à l'inexistence toute idée de mouvement perpétuel. Le premier grand coup de boutoir qui fut asséné à cet univers sagement obéissant aux grandes lois de la physique fut la découverte des transmutations radioactives. Et notre encyclopédie en parle déjà timidement. Pierre et Marie Curie ont découvert le rayonnement du radium. Désormais, la matière n'est plus passive, elle peut d'elle-même générer de l'énergie.
c'est une véritable révolution conceptuelle. Nous avons de la difficulté à nous en rendre compte. Pour nous, une matière radioactive, disons, comment est-ce qu'on pourrait dire active par elle-même, c'est une évidence. Mais cela venait en contradiction avec toute la vision du monde qui existait depuis de très nombreux siècles, certainement depuis Aristote. La théorie de la relativité viendra sonner le glas de l'antique théorie de la matière passive. La relativité nous fait découvrir tout d'abord que la matière est un fantastique concentré d'énergie. Mais cette nouvelle théorie de la relativité ne s'arrête pas là. Elle nous montre que les coordonnées d'espace-temps, valables dans le monde où nous vivons, ne s'appliquent pas de la même façon dans les ensembles qui circulent à très grande vitesse par rapport à nous. Et comment est-ce que nous pouvons comprendre ça sans devoir passer par des équations ? Supposons un instant que nous avons devant nous un laser à l'intérieur duquel deux miroirs parfaitement parallèles se renvoient des milliards de fois un rayon lumineux. Supposons d'autre part qu'il y ait un autre laser parfaitement identique à bord d'un vaisseau spatial qui s'éloigne de nous à grande vitesse. À l'intérieur de ce laser spatial, la lumière rebondit entre les miroirs, elle aussi des milliards de fois. Les personnes qui sont à bord de ce vaisseau spatial ne perçoivent pas le mouvement qui les anime. Pourtant, ce mouvement existe par rapport à nous. De notre côté, le chronomètre en main, nous mesurons très précisément la distance parcourue par le rayon de lumière pendant une seconde à l'intérieur de notre laser. Les passagers du vaisseau spatial font la même chose, de leur côté. Évidemment, ils obtiennent précisément le même résultat que nous. Sauf qu'au cours de la seconde bien mesurée, leur lumière n'a pas fait que rebondir entre les miroirs de laser. Puisque celui-ci était animé d'une grande vitesse relative, la lumière s'est déplacée en suivant un chemin en forme de W, qui est nettement plus long que le trajet parcouru par la lumière confinée dans notre laser. Si ce chemin est plus long, leur lumière ne s'est pas déplacée pour autant plus rapidement, car la vitesse de la lumière est constante, quel que soit l'endroit de l'univers où elle se déplace. Ce n'est donc pas la vitesse de la lumière qui s'est accélérée, c'est nécessairement le temps qui a ralenti dans le vaisseau spatial lancé à haute vitesse. C'est un exemple intuitif du fait que les coordonnées d'espace-temps varient dans les ensembles se déplaçant à grande vitesse les uns par rapport aux autres. Ça a des effets sur notre réalité, même si ça n'apparaît pas au premier abord. Les GPS ont pris une importance considérable dans notre vie quotidienne. Ils reçoivent leurs informations de satellites. Les données que fournissent les horloges portées par ces satellites doivent subir des corrections relativistes. Car le temps fourni par ces horloges qui circulent à grande vitesse sur une orbite, présente déjà une différence mesurable par rapport au temps terrestre. Et cela affecterait très sensiblement l'exactitude des GPS. À notre époque, la théorie de la relativité n'est jamais très loin de nous. Si les coordonnées d'espace-temps varient, le temps, quant à lui, s'écoule toujours dans la même direction. Ça peut nous surprendre. Tant qu'à bouleverser les schémas fondamentaux de nos perceptions, pourquoi ne pas remonter le temps ? C'est le rêve de bien des films de science-fiction. La dilatation du temps à des vitesses proches de la lumière nous donne une réponse fort originale à cette question. Pourquoi donc le temps s'écoule-t-il toujours dans le même sens ? Quelqu'un qui circule à une vitesse proche de la lumière vit dans un temps qui ralentit, par rapport à une autre personne qui poursuit son existence sur une planète dont l'horloge sert d'étalon temporel. Ce temps qui ralentit deviendrait théoriquement nul à la vitesse de la lumière, puis négatif une fois que cette vitesse est dépassée. Cette personne qui circule à une vitesse supérieure à celle de la lumière reculerait dans le temps. Ça bouleverserait totalement la relation de causalité, ce qui est impossible. Ajoutons à cela le fait que la masse varie en fonction de la vitesse. À une vitesse proche de la lumière, la masse tend vers l'infini, et il faut donc, pour obtenir une augmentation de vitesse, fournir un apport d'énergie qui lui aussi tend vers l'infini. Là, nous touchons à la frontière de l'impossibilité. Toujours à propos de cette question qui va obstinément dans le même sens, nous pouvons ajouter un autre motif à notre argumentation, en envisageant cette fois-ci la problématique sous l'angle de l'information. Si nous filmons une tasse de porcelaine qui tombe d'une table et se brise sur le sol, il nous est parfaitement possible de faire passer la bobine dans l'autre sens et de la voir se reconstituer, remonter sur la table et s'y poser intacte. Il n'en est pas de même dans la réalité. Pourquoi ? À cause de l'entropie, nous sommes toujours en phase de déperdition d'énergie. L'information, qui est une forme d'énergie contenue dans la tasse intacte, est plus grande que celle qui est contenue dans les débris.
La tasse a perdu la plus grande partie de sa forme, elle a perdu sa fonction, elle a émis des bruits et dispersé son énergie en frottement et en chaleur. Toutes choses qui font que l'on ne peut pas remonter la pente. Il est vrai qu'un tel raisonnement pose autant de problèmes qu'il en résout. Les notions de forme et de fonction n'existent pas concrètement dans le monde des choses. Faut-il pour autant imaginer que ces notions existent dans un monde des idées? On n'est pas loin de le penser. C'est toute la question de la déraisonnable efficacité des mathématiques. L'univers est explicable mathématiquement et s'y prête admirablement. Souvent, les mathématiques sont créées bien avant que les découvertes physiques ne viennent confirmer la validité du système mathématique en question. Sans doute le nombre est-il l'essence de la nature. Il existe une sorte de généalogie des mathématiciens. Les uns posent des questions et les mathématiciens des générations suivantes tâchent d'y répondre, tout en posant des questions nouvelles. En 1900, le mathématicien nommé Hilbert lança un défi remarqué. Il s'agissait de démontrer la cohérence des axiomes de l'arithmétique. Si l'on y parvenait, on aurait trouvé la véracité de tout énoncé mathématique. C'était en quelque sorte le saint Graal des mathématiques, qui les aurait rendus à jamais incontestables. L'enjeu était de taille. Un autre mathématicien, un certain Gödel, s'attela au problème et donna son théorème d'incomplétude, qui démontra contre toute attente qu'une telle prétention était insoutenable. Tout énoncé mathématique est incomplet en lui-même. Il lui faut recourir à des axiomes qui lui sont extérieurs. Nous voyons ici le premier surgissement d'un phénomène qui aura d'immenses conséquences à notre époque. La science est parvenue à un état suffisant d'avancement pour être capable d'identifier de façon parfaitement scientifique les domaines qui resteront à jamais hors de son atteinte. C'est une constatation qui est d'une extrême importance. Les objections que présente le citoyen moyen pour tâcher de se débarrasser de toute spiritualité reposent sur des arguments qui datent de l'univers scientifique du XIXe siècle. Les dernières avancées de notre connaissance sur l'univers bouleversent totalement notre vision du monde. Généralement, on ne s'en est pas encore aperçu, restant dans l'ornière d'un matérialisme qui est désormais obsolète, complètement désuet. C'est sur cette constatation que nous pouvons maintenant conclure notre causerie. Je vous remercie de votre présence, de votre attention, et vous convie à approfondir cette recherche lors de notre prochaine rencontre, et je vous souhaite de passer une excellente journée.